Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin d'approfondir tes connaissances en biologie, en physique ou encore en chimie, dans le cadre de tes études ou de ta recherche, alors ce programme est fait pour toi. Les sucres, on a tous l'impression de savoir ce que c'est, même si on ne connaît pas nécessairement la structure chimique. Un sucre, c'est une substance qui donne un goût plus ou moins sucré aux aliments, n'est-ce pas Michel? Non, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, pour éviter toute confusion, il est préférable de parler de glucides plutôt que de sucre. En effet, on peut caractériser chimiquement la famille des glucides. En revanche, il est impossible de regrouper en une seule et même famille toutes les substances qui ont un goût sucré. Par exemple, tu as déjà entendu parler de l'aspartame, cet édulcorant incorporé dans nombre d'aliments légers à faible teneur en calories. Eh bien, l'aspartame a un goût sucré prononcé, sans avoir pour autant la moindre relation de structure avec les glucides. A l'inverse, nombre de glucides, en particulier les polysaccharides tels que la cellulose, n'ont aucun goût sucré. Ah là là, ça devient compliqué. Sucre, glucides, polysaccharides, j'ai aussi entendu parler de dose et d'hydrate de carbone. Tous ces mots qui veulent plus ou moins dire la même chose, on a vraiment besoin de clarification là, Michel. Les sucres simples ou monosaccharides ont une structure généralement linéaire, comportant entre 3 et 6, plus rarement 7 ou même 8 atomes de carbone. Ils renferment par ailleurs un carbonyle et au moins 2 fonctions alcool. Selon que le carbonyle appartient à un aldéhyde ou à une cétone, le sucre sera un aldose ou un cétose. Souvent, chaque carbone, hormis le carbonyle, est porteur d'une fonction alcool. Les molécules à 3 carbones comme le glycéraldéhyde sont des trioses. On parlera de tétrose, pentose et hexose si le sucre possède respectivement 4, 5 ou 6 atomes de carbone. On retrouve les mêmes dénominations relatives au nombre d'atomes de carbone dans le cas des cétoses, comme ici avec le dihydroxyacétone, le ribulose ou le fructose. Les sucres possèdent un grand nombre de carbones asymétriques, donc beaucoup de stéréoisomères, c'est-à-dire d'isomères qui diffèrent par la configuration spatiale d'un ou de plusieurs de leurs carbones asymétriques. Le glycéraldéhyde, aldose en C3, est à la base de la numérotation des carbones des sucres. Par convention, l'aldéhyde est placé au sommet de la molécule et constitue le carbone numéro 1. La numérotation des autres atomes se décline en progressant vers le bas du squelette. Dans le cas d'un cétose, l'extrémité de la molécule le plus proche du carbonyle est orientée vers le haut et est définie comme portant le carbone numéro 1. Là encore, la numérotation des autres carbones progresse en se dirigeant vers le bas, comme ici dans le cas du ribulose. On l'a vu, le glycéraldéhyde possède un seul carbone asymétrique. Sa configuration est à la base de la nomenclature L et D des sucres. Par convention, la forme D du glycéraldéhyde est celle dont le OH de son carbone asymétrique est orienté vers la droite, après avoir placé le carbone 1 de la fonction aldéhyde en haut. Un monosaccharide appartient à la série D si son carbone N-1 est orienté vers la droite. Il a donc la même configuration stéréochimique que le carbone asymétrique du diglycéraldéhyde. Toute aldose dérive formellement du glycéraldéhyde par l'insertion d'un ou plusieurs chaînons asymétriques CHOH. Ainsi, tous les sucres de cette figure appartiennent-ils à la série D, puisque la fonction alcool portée par leur carbone N-1 est orientée vers la droite. Naturellement, à chaque fois que l'on ajoute un chaînon asymétrique CHOH pour passer d'un sucre à N-carbone à une structure à N plus 1 carbone, 2 possibilités stéréochimiques existent. Ces 2 stéréoisomères correspondront à des sucres ayant des noms différents. Ainsi, le D-glucose, le D-mannose et le D-galactose constituent-ils des stéréoisomères. Bien que très proches au niveau de leur structure projetée, tous ces sucres n'en constituent pas moins des molécules différentes, reconnues chacune spécifiquement par des enzymes différents. La notion de stéréoisomère est très générale. Des différenciations peuvent être introduites dans la nomenclature. Des énantiomères sont des stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, par exemple le LLD-glucose. Des diastéréoisomères sont des stéréoisomères non énantiomères. C'est le cas par exemple du D-mannose et du D-galactose. Des épimères sont des stéréoisomères possédant plusieurs carbones asymétriques, mais différents que par la configuration d'un seul d'entre eux.
Ainsi, le D-glucose est-il épimère en C2 du D-mannose. Nous introduirons dans quelques instants une différenciation stéréochimique supplémentaire avec la notion d'anomère. Les oses ne sont pas des structures rigides et rectilignes. Les conformations recourbées se trouvent favorisées par la formation d'interactions entre groupes fonctionnels. Ainsi, l'hydroxyle d'un groupement alcool peut-il se rapprocher de la fonction carbonyle de la molécule pour former une liaison covalente, ce qui provoque la cyclisation de la molécule de sucre. Compte tenu des angles de courbure permis par les atomes, leur action intramoléculaire met en jeu des paires d'atomes de carbone conduisant à la formation d'hétérocycles à 5 ou 6 sommets. Ces dérivés cycliques sont respectivement appelés furanose et pyranose. Comme le montre l'exemple du glucose, la cyclisation change l'état d'hybridation du carbone de l'aldéhyde ou de l'acétone et crée au niveau du C1 un nouveau carbone asymétrique. Celui-ci est dit anomérique. Il constitue un nouveau centre de chiralité pour la molécule cyclisée, qui peut donc se présenter sous deux configurations différentes, appelées anomères. Les deux formes anomériques d'un monosaccharide ne diffèrent que par la position des substituants autour du carbone anomérique. Les deux anomères d'un ose, nommés alpha et bêta, correspondent à des molécules distinctes. Cependant, l'état cyclisé n'est pas permanent, car ces hétérocycles sont relativement instables. Aussi existe-t-il un équilibre entre les anomères et la forme non cyclisée, ce qui entraîne la possible interconversion entre les anomères alpha et bêta en passant par la forme ouverte de la molécule. Ce processus est appelé mutarotation. Un disaccharide est une structure associant deux unités monosaccharidiques liées entre elles par une liaison covalente appelée liaison glycosidique. Elle met en jeu le carbone du carbonyle du premier monosaccharide et une fonction alcool de l'autre molécule de sucre. Les disaccharides les plus communs sont le lactose, le saccharose et le maltose. Dans le saccharose, qui est aussi appelé sucrose, la liaison glycosidique unit le carbone anomérique C1 d'un alpha-D-glucose au carbone anomérique C2 d'un bêta-D-fructose. Le maltose est un disaccharide formé par la condensation d'une molécule d'alpha-D-glucose et d'une deuxième molécule d'alpha ou de bêta-D-glucose. La liaison glycosidique est de type alpha-1,4. Dans le disaccharide, le carbone anomérique C1 du premier alpha-D-glucose est verrouillé en configuration alpha par son engagement dans une liaison glycosidique C1-C4. Le deuxième glucose, soit ici la molécule de bêta-D-glucose, est donc engagé par son carbone C4 dans la liaison glycosidique, alors que son carbone anomérique C1 reste libre. Ceci confère au maltose la possibilité d'équilibrer ses configurations anomériques alpha et bêta par mutarotation autour de son carbone C1. Dans le lactose, la liaison glycosidique unit le carbone anomérique C1 d'un bêta-D-galactose au carbone C4 d'un bêta-D-glucose. Le résidu bêta-D-glucose garde donc son carbone anomérique libre, ce qui lui laisse la possibilité de convertir ses configurations anomériques alpha et bêta par mutarotation. Les polysaccharides sont des enchaînements covalents comprenant jusqu'à plusieurs milliers d'unités monosaccaridiques. La variété des structures de polysaccharides provient autant de la diversité des types de monomères impliqués que de la position et de la stéréochimie des liaisons glycosidiques. Les polysaccharides peuvent jouer un rôle structural ou bien constituer une forme de réserve énergétique pour les organismes. Ce tableau présente la structure des principaux homopolysaccharides, c'est-à-dire des polymères construits à partir d'un seul et unique sucre simple. Certains ont des structures linéaires, d'autres des structures ramifiées. À l'exception de la chitine, le monosaccharide est le D-glucose. Le sucre de base de la chitine et de la cellulose est l'anomère bêta du glucose, alors que dans tous les autres cas, il s'agit de l'anomère alpha du glucose. Examinons d'un peu plus près ces structures. Le glycogène, polysaccharide de réserve des animaux et des bactéries, est un alpha-1,4 glucane portant des ramifications elles-mêmes constituées d'alpha-D-glucose. Elles sont liées à la chaîne principale via des liaisons glycosidiques alpha-1,6. Elles se produisent en moyenne tous les 8 à 12 résidus de la chaîne principale. Le grand nombre d'extrémités libres du glycogène rend ces molécules de glucose constitutives rapidement mobilisables. Les polymères de glycogène peuvent renfermer jusqu'à 60 000 résidus glucose. L'amidon, principale réserve de glucose des plantes, est un mélange de deux homopolysaccharides de type alpha-D-glucane, l'amylose et l'amylopectine.
L'amylose est un alpha-D-glucane non ramifié comportant de 100 à 1000 résidus d'alpha-D-glucose reliés par une liaison glycosidique 1,4. L'amylopectine est également un alpha-1,4-glucane, mais des ramifications de polymères longs d'environ 15 à 30 résidus d'alpha-D-glucose sont attachés à la chaîne principale via des liaisons glycosidiques alpha-1,6. Les ramifications se mettent en place en moyenne tous les résidus de la chaîne principale. Amylopectine et glycogène ont donc la même structure de base, les ramifications étant simplement un peu plus fréquentes dans le glycogène. La cellulose est un polymère linéaire formé non de résidus d'alpha-D-glucose, mais de son anomère, le bêta-D-glucose. Les liaisons glycosidiques présentes dans la cellulose sont de type bêta-1,4. La cellulose est le principal polysaccharide constitutif de la paroi des cellules végétales. Elle est étroitement associée à d'autres polysaccharides comme les pectines. Si les bovins peuvent digérer la cellulose et utiliser le glucose qu'elle contient, est-ce parce qu'ils synthétisent l'enzyme capable de couper les liaisons glycosidiques de type B ? Non, pas directement. Les ruminants ne synthétisent, tout comme nous, que les enzymes capables d'hydrolyser les liaisons alpha-glycosidiques. La différence, c'est qu'eux disposent, dans une des poches de leur estomac, de micro-organismes qui produisent des hydrolases capables de couper ces liaisons bêta-glycosidiques. Ces enzymes bactériens libèrent ainsi les monomères de glucose contenus dans l'herbe et d'autres plantes riches en cellulose. Il en va de même pour les insectes xylophages, les termites par exemple. La chitine est un homopolysaccharide linéaire issu de la polymérisation de résidus N-acétylglucosamine liés par des liaisons glycosidiques de type bêta-1,4. La chitine est après la cellulose le biopolymère le plus abondant sur Terre. On la trouve chez certains mollusques et chez des arthropodes, plus particulièrement dans l'exosquelette des insectes et des crustacés, ainsi que dans les parois cellulaires de la plupart des champignons. Les peptidoglycanes sont des composants essentiels de la paroi des bactéries. Bien qu'il existe une certaine variabilité selon les bactéries, il est possible d'en dégager une organisation générale. La partie polysaccharidique des peptidoglycanes est formée par la répétition linéaire d'une unité disaccharidique d'acide N-acétylmuramique lié en bêta-1,4 à un résidu de N-acétylglucosamine. Ces mêmes liaisons bêta-1,4 associent entre elles les unités disaccharidiques. Des pompes peptidiques relient les chaînes polysaccharidiques pour former un réseau. De manière originale dans le monde vivant, les polypeptides renferment des acides aminés de la série D.